Merci beaucoup. Bien, écoutez, j'étais bien au fond de la salle et j'ai assisté à une grande partie de ce qui a été dit. Alors, je dirais que ça va être une forme de variation sur un même thème. Et donc peut-être avant de faire monter les personnes sur cette tribune, je vais quand même un peu vous expliquer ce dont on va parler pendant à peu près 1 heure, hein, si c'est bien ça. Donc, comme vous le savez, le président de la République française a souhaité que la France s'engage résolument dans une réindustrialisation du pays. Réindustrialisation qui est tout à fait nécessaire pour des enjeux économiques évidents, des enjeux de souveraineté dans une mondialisation dans laquelle les rapports de force changent et il y a les rapports de puissance sont en train d'évoluer. Et l'industrie reste, et on l'a vu, un élément très très fort de la puissance d'une nation. Pendant très longtemps, on s'est désindustrialisé en cherchant à avoir le moins-disant social, le moins-disant environnemental, le moins-disant sanitaire. Et donc, effectivement, pour avoir ce moins-disant, alors que nous, France et Europe, nous étions plutôt dans le mieux-disant, c'est-à-dire, voilà, on mettait des critères sociaux très forts, des critères environnementaux très importants, des critères fiscaux, et donc ça a contribué à délocaliser énormément d'activités. Donc là, revenir à de la réindustrialisation, eh bien, il va falloir quand même que toutes ces questions de compétitivité, à un moment donné, soient abordées. Donc, on le traitera dans une partie de ce débat, de la performance des firmes, notamment sur un critère qui devient, et ça a été dit en long et en large depuis ce début d'après-midi, c'est la question de l'eau qui devient un facteur de plus en plus discriminant pour, la performance des territoires, la performance des industries. Et donc, précédemment, nos industriels s'intéressaient à la main-d'œuvre disponible, à la qualité de la main-d'œuvre, ils s'intéressaient aux infrastructures de transport, ils s'intéressaient aux écoles, aux aménités environnementales, mais la question de l'eau n'était pas forcément au cœur de leurs préoccupations. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, ça devient vraiment un facteur majeur. Et donc, comment on réindustrialise la France, sachant que effectivement la question de l'eau va être un élément stratégique. Bien, alors pour engager ce débat, alors j'appelle à la table les 3 intervenantes, puisque nous avons effectivement 3 femmes pour cet exercice. Alors tout d'abord Hélène Aramburu, qui est la directrice adjointe du département développement durable et numérique de France Stratégie, qui est un service du Premier ministre. Merci de l'applaudir. Merci Hélène. J'appelle Géraldine Rollin, directrice investissement eau et assainissement de la Banque des Territoires. Et enfin, j'appelle Isabelle Patrier, qui est la directrice de Total Énergie France. Bien. Alors, pour commencer un peu à planter le décor, mais bon, ça a été... Alors, je ne voudrais pas que ce soit quand même trop une redite par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais je vais tout d'abord passer la parole à Hélène Aramburu. Hélène, a travaillé sur une mission, piloté une mission que la Première ministre, Elisabeth Borne, a confiée à France Stratégie, qui concerne l'étude de l'évolution de la demande en eau à l'horizon de 2050. Parallèlement à cette analyse sur la demande qu'a portée France Stratégie, avec de nombreux acteurs, elle va nous en parler. Parallèlement, d'autres équipes travaillaient sur la ressource, avec l'idée bien évidemment de pouvoir articuler l'évolution à 2050 de la demande en eau et des ressources disponibles pour voir justement pour anticiper les futurs déséquilibres potentiels qui pourraient exister sur un certain nombre de secteurs et de territoires. Hélène, je vous passe la parole pour peut-être nous présenter justement alors les pré-conclusions du rapport sur lesquels vous avez travaillé depuis septembre 2023. Merci Gilles.
Alors j'ai peut-être exposé le panorama global, alors vous l'avez peut-être entendu déjà toute la journée, mais je vais le rappeler. Donc en France, on prélève à peu près chaque année 30 milliards de mètres cubes d'eau, toute activité confondue. L'industrie, c'est 8% des prélèvements. Alors là, vous vous dites, alors quel est le problème finalement ? Puisque 8%, c'est pas grand-chose. Mais en fait, quand je dis 8%, je dis pas grand-chose, parce qu'il faut regarder ce qui se passe à l'échelle des territoires. Et quand on regarde territorialement ce qui se passe, c'est que dans certains territoires, avec des grandes plateformes industrielles, les prélèvements pour l'industrie peuvent représenter de 20, voire 40% des prélèvements d'un territoire. Donc là, on peut s'imaginer qu'en période estivale, lorsque l'eau est au plus bas dans les milieux, là, ça peut créer de certaines tensions. Et des tensions, il y en a déjà. Je peux citer quelques exemples. Il y a l'usine ST Microelectronics dans la banlieue de Grenoble qui produit des microprocesseurs, qui prélève près de 10% de l'eau du réseau d'eau potable de la métropole de Grenoble et qui souhaite s'agrandir. Et là, il y a une opposition des citoyens contre cet agrandissement. Il y a un autre exemple qui est très connu, c'est dans les Vosges, avec Nestlé Water qui prélève de l'eau dans la nappe du Trias. Et Nestlé Water plus d'autres, il n'y a pas que Nestlé Water, il y a les collectivités, il y a les agriculteurs, il y a une usine d'agroalimentaire qui produit du fromage, qui prélève de l'eau dans cette nappe et les prélèvements sont supérieurs au rechargement de la nappe. Donc là, on peut se dire qu'il y a une question de durabilité. Comment on fait pour ne pas prélever plus que ce qu'il y a en matière de disponibilité de la ressource. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des tensions. Et ce que souhaitait la première ministre d'alors, c'est de savoir comment pouvaient évoluer ces tensions dans le futur. Donc, on voit bien que d'une part, il y a une diminution de la ressource en eau disponible. Donc ça, c'est le chiffre qu'on cite souvent. Sur les 15 dernières années, moins 14% d'eau renouvelable disponible. Et puis, ça va aller en s'aggravant. C'est ce que montrent les résultats d'un projet de recherche, Explore 2, piloté par INRAE, qui montre que ça va être pire, alors surtout dans la partie sud et ouest de la France, et en période estivale. Donc on peut se dire que là, il va y avoir des tensions dans certains territoires et à certaines périodes de l'année. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, un industriel, actuellement, ce n'est pas le prix de l'eau qui est pénalisant pour son activité. L'eau en France, elle ne coûte pas grand-chose. Donc un industriel, soit il utilise l'eau du réseau d'eau potable et il paye ses factures, soit il prélève directement dans la nappe ou la rivière et il s'acquitte d'une redevance auprès des agences de l'eau. Ces prix sont assez faibles. Donc finalement, ce qui coûte à un industriel, ce n'est pas tant le prix de l'eau, c'est le coût du manque d'eau. C'est quand il y a un arrêté sécheresse et qu'on va lui demander de diminuer, voire d'arrêter son activité, là, ça va avoir un coût pour son activité. Et on voit bien que face à ce constat, il y a des entreprises qui mettent en place un prix interne de l'eau, qui prend en compte ce coût du manque de l'eau pour décider de ses orientations d'investissement. Alors maintenant, sur ce qu'on observe dans notre étude, donc nous, on a étudié le scénario tendanciel qui, si on suit la tendance, ce n'est pas une réindustrialisation massive qu'on observe, vous pouvez l'imaginer. Et puis, on a étudié un scénario de réindustrialisation, donc avec une industrie manufacturière qui représente à peu près 12% du PIB. Et là, ce qu'on voit, c'est que bien sûr, si on réindustrialise, quand bien même on fait des efforts d'investissement pour mieux utiliser l'eau, pour réduire les fuites, pour la réutiliser en interne dans les process, pour transformer les circuits de refroidissement, quand bien même on réalise ces investissements, il y aurait une augmentation de plus de 30% de la demande en eau industrielle. Bon, là aussi, quand je dis 30%, ça peut ne pas poser problème dans certains territoires et ça peut en poser dans d'autres territoires. Effectivement, je pense que le vrai sujet, c'est l'augmentation de la demande en eau dans certains territoires, effectivement, avec nous la nécessité d'avoir une approche très territorialisée, parce que c'est quasiment presque au cas par cas qu'il va falloir anticiper, j'allais dire, ces éventuels stress hydriques. Je vais passer la parole à Géraldine. Géraldine, vous représentez la Banque des territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur le sujet qui nous intéresse, quelle est la stratégie que vous déployez concernant ces sujets de stress hydrique et de gestion efficiente de l'eau des entreprises et des territoires? Oui, alors la stratégie, elle part du constat de la croissance des conflits d'usage, y compris avec des usages industriels qu'on voit sur nos territoires apparaître. Et on a même vu apparaître des cas d'échecs d'implantation industrielle ces dernières années. Je pense de
l'agroalimentaire en Bretagne, hein, sans citer personne. Mais voilà, il faut prendre conscience qu'il y a une nécessité de davantage intégrer les enjeux liés à l'eau dans la planification non seulement des collectivités, dans leur implantation, dans leur développement économique et industriel, mais aussi des industriels dans leurs projets d'implantation. Donc, notre mission à la Banque des Territoires, c'est d'accompagner la transition écologique et le développement économique et social de nos territoires. On se pose comme financeur des projets des collectivités locales dans ces domaines en général, mais aussi parfois des projets des industriels qui ont un fort impact en termes de transition écologique ou de développement économique. Voilà. Ça, c'est le côté financement. On est aussi pourvoyeur de conseils ou d'outils, de solutions pour aider à la planification, pour aider à la programmation de projets en faveur du développement économique. Alors, je voulais vous parler en particulier d'une initiative qu'on a eue avec un collectif d'acteurs donc, de la filière française de l'eau, les pôles de compétitivité, Aquanova, Aquavalley, pardon, l'Agence nationale des élus de bassin, le BRGM et j'en oublie, de créer donc une plateforme Aquagir qui vise à accélérer le passage à l'action des collectivités dans leurs projets de gestion de la ressource en eau, qui propose du contenu pédagogique, des partages d'expériences et aussi une place de marché qui permet de mettre en lumière des solutions disponibles sur nos territoires. Parce que le constat, c'est qu'on a des solutions, qu'elles viennent d'agents publics, de collectivités ou d'entreprises. Mais aujourd'hui, la gestion de l'eau, elle est très territorialisée parce que les problématiques sont de fait très territoriales et que voilà, on a ressenti le besoin d'avoir peut-être une plateforme nationale où il y a déjà France, évidemment, il y a énormément de contenu, mais voilà, il s'agit d'une plateforme qui vise plus particulièrement l'accompagnement des projets et qui est destinée aux collectivités, mais peuvent être utiles, pourquoi pas, aux industriels. Je vous invite à les regarder, donc c'est Aquagir, aquagir.fr. Dans les autres outils qu'on est en train de développer, là c'est plus de l'ordre du teasing, parce que c'est encore en développement. On a un observatoire de la donnée, principalement des données publiques qu'on retrouve aussi sur France en partie, mais on a beaucoup de plateformes de données publiques sur l'eau en France. L'idée c'est d'avoir une interface un peu plus pédagogique pour nos non-experts dans les territoires, parce que l'enjeu c'est aussi que les sujets de l'eau, ça sorte de l'enceinte des experts des comités locales de l'eau, hein, qu'on accompagne davantage les agents en charge du développement économique locaux, et voire moins local. Donc on a déjà beaucoup de choses, hein, de plateformes, de données, y compris au niveau de chaque agence de l'eau. Là, l'idée dans ce projet est d'aller un petit peu plus loin dans la pédagogie, voilà, pour les gens qui sont un peu plus éloignés, entre guillemets, de l'écosystème. Dernier projet, donc ce n'est pas une plateforme numérique cette fois, c'est plutôt un guide qui vise à accompagner spécifiquement les agents en charge du développement économique, en leur proposant des éléments de méthodologie à travers d'un territoire d'industrie. Vous connaissez peut-être, sûrement d'ailleurs, le programme territoire d'industrie. De choisir un territoire d'industrie qui a une ambition, l'ambition d'intégrer l'eau, la disponibilité en eau, la disponibilité, mais pas seulement. On a aussi, je pense on a beaucoup axé le discours sur la disponibilité, mais il y a aussi les risques d'inondation, oui, les risques de qualité, les risques parfois sur certains territoires de subversion marine. Donc il ne faut pas oublier ces enjeux-là aussi. L'enjeu, l'objectif de cet outil, c'est de donner des éléments de méthode à ces agents de la planification, du développement économique des territoires et de la réindustrialisation pour bien prendre en compte ces enjeux
dans ses décisions d'aménagement, dans sa programmation d'aménagement, et d'avoir un outil d'aide à la décision au fil de l'eau quand se pose la question du territoire sur lequel il est possible d'implanter une nouvelle usine. Et j'en profite pour rappeler que, pardon, je parle beaucoup, la Caisse des dépôts a financé Foncier Plus, qui est une plateforme qui permet de visualiser du foncier disponible pour l'implantation de nouveaux établissements industriels. Et donc en croisant ces plateformes de localisation du foncier disponible et de connaissance de la ressource hydrique, ça permet d'éclairer autant la décision publique, je pense, que la décision industrielle. Très bien, mais tout à l'heure je rebondirai puisque j'ai le rôle de modérateur, ce qui me permettra, contrairement à un animateur, c'est Stéphanie qui m'a appris ça, c'est que je peux aussi moi-même intervenir, donc je présenterai un peu ce que fait le CEREMA, mais auparavant, alors là vous avez 3 représentants, je dirais, de la puissance publique, et donc, je suis tout à fait ravi d'avoir Isabelle Patrier présente à cette table ronde, qui va pouvoir évoquer le point de vue d'une entreprise mondiale, puisque vous êtes la directrice France de Total Énergie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les enjeux hauts d'un groupe comme le vôtre, d'actions que vous menez bien évidemment chez nous, mais aussi, je crois, sur 120 pays de la planète. Alors, j'avais noté, je ne sais plus, c'est avec 170 langues, c'est ça ? 170 nationalités. 170 nationalités, pas langues, mais nationalités. Très bien. Donc, parce que en fait, j'aimerais bien que notre débat après évolue effectivement sur les enjeux plutôt de compétitivité économique et toute la difficulté de pouvoir, j'allais dire, prendre en compte des questions d'eau. Alors, il y a des questions immédiates, mais il y a aussi des enjeux, Hélène l'a un peu évoqué, c'est-à-dire de siphonner des nappes qui ne se rechargeront peut-être jamais. Et donc, il y a bien aussi d'en reporter dans le temps de ce qu'on appelle en économie des externalités environnementales présentes. Et ça, j'aimerais bien qu'on le traite après. Mais tout d'abord, peut-être nous dire un peu comment un grand groupe de l'énergie s'intéresse autant à l'eau. Alors peut-être effectivement, Total Énergie, c'est plus de 100 000 collaborateurs. On est effectivement dans plus de 126 pays sur la planète, sur tous les continents. Et on est un industriel avec des activités qui ont besoin de ce recours à l'eau. Pour plein de raisons, parce que dans l'exploration, production, dans le raffinage et la chimie, on utilise de l'eau pour les circuits de refroidissement, on utilise de l'eau pour la pression, on utilise de l'eau pour faire de la vapeur, et la vapeur c'est de l'énergie pour du bioraffinage par exemple. Et puis on a besoin d'eau aussi dans la transition énergétique, on a été classé premier développeur solaire au monde l'an dernier. On a 23 gigawatts de puissance renouvelable installée, beaucoup en panneaux solaires, en photovoltaïque. Vous avez besoin de les nettoyer si vous voulez avoir un rendement. Pour les nettoyer, évidemment, le plus simple, c'est le recours à l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas recourir à l'eau pour nettoyer ces panneaux ? Et puis en France, vous le savez, et on en a plus de 10 000 sur la planète, on a des stations-service avec des systèmes d'utilisation d'eau, aussi pour vos véhicules, quand vous en avez, avec un enjeu de l'eau. Donc en fait, vous avez un enjeu d'utilisation industrielle de l'eau, que vous allez utiliser dans vos process, que vous allez devoir remettre au milieu ou pas, dans un état de teneur en métaux divers et variés ou de polluants divers et variés, qui sont un véritable enjeu pour un industriel. Alors, dans l'Union européenne, on a des réglementations. La réglementation dit en 2030 2,5 mg par litre de teneur, à ne pas dépasser d'ici 2030. Nous, on s'est fixé 1 mg par litre pour pouvoir aller au-delà de la réglementation et pouvoir trouver avec nos experts, nos chercheurs et tout l'aspect innovation, le moyen de ne pas dépasser ces teneurs-là. Et on a aussi évidemment des activités partout sur la planète, donc un certain nombre de ces activités en milieu avec un stress hydrique reconnu, une partie en France, en Espagne, en Allemagne, dans le nord de l'Europe, mais aussi aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Quand
on prend les principaux sites qui utilisent, nous on utilise 1,4 milliard de mètres cubes d'eau sur la planète. Alors évidemment, je ne reviens pas sur... vous parliez de la France, moi j'ai pas une vision française, j'ai plus une vision mondiale. Notre enjeu, c'est de limiter l'utilisation et de baisser ce 1,4 milliard. Et d'en baisser aussi l'utilisation et le rejet dans des nappes avec des teneurs beaucoup plus basses que celles qui sont même réglementaires pour pouvoir les traiter. Donc on a un certain nombre d'enjeux de ce point de vue-là, et on a mis en place pour y arriver une variété de technologies pour pouvoir y répondre. Sur les centrales électriques, on a mis des systèmes de récupération d'eau. Alors en 2021, sur les centrales françaises, c'était 70% de l'eau qu'on a économisée grâce à la récupération des eaux de pluie. Je pense que cette année, on va être bien au-dessus, je pense. On a aussi, pour les panneaux solaires, trouvé un système de nettoyage sec avec des robots qui n'utilisent plus du tout d'eau, avec des systèmes de nylon qui vont nettoyer les panneaux et maintenir un rendement. Et sur toutes nos usines, on met des systèmes de récupération d'eau, de désalinisation quand on a besoin de l'eau. Quand vous êtes sur un bord de mer, vous pouvez le faire. Et puis des récupérations aussi d'eau avec des systèmes autonomes de recyclage. Aujourd'hui, sur nos stations-service, on utilise un quart de l'eau qu'on utilisait il y a 10 ans sur ces stations pour aller le moins possible, aller chercher sur les nappes ou dans les eaux propres des villes, en utilisant un maximum d'eau usée à récupérer, à traiter sur nos sites. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire. Et donc là, on a pris un engagement aussi de diminuer de 20% la récupération d'eau du milieu d'ici 2030 sur toutes les zones à stress hydrique, de façon à pouvoir réduire cette tension sur l'eau. Évidemment, en tant qu'industriel, alors nous, on a des équipes de recherche qui travaillent un peu partout dans tous nos centres de recherche, en France, à Pau en particulier, puisque c'est là qu'on a 3000 chercheurs, mais on en a aussi à l'étranger, et on a des partenariats, et on est dans les associations aussi pour essayer d'économiser l'eau et de partager les bonnes pratiques des uns et des autres, parce que nous, on va trouver quelque chose, un autre va avoir une technologie qu'on va pouvoir partager, diffuser. Notre job, c'est aussi d'industrialiser les méthodes qu'on peut appliquer pour réduire cette empreinte sur l'eau et améliorer le rejet de l'eau sur le milieu pour justement ne pas le perturber. Alors, je vais vous reposer une question. Donc on voit bien que vous faites énormément d'efforts sur l'économie d'eau, dont j'imagine que vous avez un retour sur investissement peut-être qui peut être assez rapide. Enfin, ça dépend aussi où vous vous trouvez sur la planète. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, en France, l'eau n'est pas un enjeu, on va dire, un poids économique comme l'énergie peut l'être, électrique ou autre. Par contre, aussi, vous l'avez évoqué, la nécessité de... Enfin, vous avez fait le choix d'avoir une eau de qualité au final, donc il y a encore un coût. Alors, comparé à d'autres entreprises internationales qui n'ont pas, cette philosophie, qui serait moins disant environnemental pour aller vite, comment vous vous y retrouvez en termes d'efficience économique par rapport à vos compétiteurs? Parce que c'est bien un sujet en fait. On l'a bien vu, la France s'est désindustrialisée parce qu'effectivement on a profité des bas coûts environnementaux, sociaux et autres sur le reste de la planète. Et donc vous qui êtes un groupe mondial, en fait vous faites, je dirais presque l'inverse de ce qui a été fait, même si vous êtes partout, et notamment en France. Mais on voit bien que voilà, j'aimerais bien comprendre comment vous y retrouvez, on va dire. Mais en fait, quand vous êtes un industriel, quand vous voyez effectivement la grosse désindustrialisation qu'a vécue la France ces dernières années, ces 10 dernières années, enfin ces décennies même d'ailleurs, parce que ça fait pas 10 ans, ça fait beaucoup plus. Vous voyez bien qu'à un moment donné, quand vous devez réindustrialiser, ce qui est un peu l'enjeu aujourd'hui, vous avez un enjeu d'économie du foncier
et vous avez un enjeu d'économie d'énergie. Et si vous ne jouez pas votre rôle avec un certain nombre de critères qui sont très stricts de votre comportement d'industriel sur le milieu, quel qu'il soit, hein, quelle que soit l'énergie d'ailleurs, il y a l'eau mais il y a les autres énergies, et que vous ne les réduisez pas, vous avez un sujet d'acceptabilité. Vous pouvez pas dire j'ai une bioraffinerie, donc nous on avait une raffinerie, je donne un exemple, hein, on a transformé la moitié de nos sites de raffinage en bioraffinage en France pour arrêter de traiter du pétrole brut et de traiter de la biomasse. Vous avez encore besoin dans ces unités d'eau. Quand vous êtes dans une région comme Marseille, vous avez un stress hydrique, vous ne pouvez pas dire aux gens je vais faire un deuxième investissement, je vais augmenter, et puis finalement, là où vous, en juillet, commencez à avoir des problèmes avec un certain nombre de vos villages d'accès à l'eau, moi je vais en ponctionner 2 fois plus que d'habitude avec mes gros volumes, et puis c'est comme ça parce qu'on a besoin de traiter mes matières, parce que vous en avez besoin pour vos véhicules ou vos usines. C'est pas gérable. Donc à un moment donné, vous avez un sujet d'acceptabilité, d'ancrage, d'intégration dans la cité avec un grand C. Et vous pouvez pas faire fi de ce genre de choses. Je dirais, il y a 50 ans, on n'était pas dans ces logiques-là. Et d'ailleurs, on fait la même chose, ça va même au-delà. C'est-à-dire que quand on développe des industries et nos usines dans des continents comme l'Afrique, quand vous êtes au Nigeria, qui est probablement un des pays dans lequel on a des positions très fortes, à l'époque, il était habituel pour Total, à l'époque, du Total et pas du Total Énergie, de développer des systèmes de santé avec des hôpitaux, l'accès à des vaccinations, etc. Donc c'était la santé. Aujourd'hui, vous avez la santé, mais vous rajoutez une dimension de l'eau et d'accès à l'eau, parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de gens sur la planète qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc en fait, là, par exemple, en Irak, on a un grand projet d'exploration, de production, plus de solaire, et on a besoin d'eau dans nos process. En fait, on est allé piocher, forer un puits profond pour aller chercher de l'eau saline, donc inutilisable pour les populations, et on va faire une usine de désalinisation qu'on va utiliser à la fois pour nos activités d'industriels et à la fois pour toutes les communautés de la région de Bassora en Irak. Voilà, en fait, c'est un peu ça aussi, je pense, l'industrie de demain, et elle sera acceptable parce qu'elle sera comme ça, sinon elle sera inacceptable. Tout à fait. Bien, écoutez, merci de ces précisions. Alors, donc, comme je l'ai indiqué, je vais moi-même parler de ce que le CEREMA fait sur le thème de notre discussion de ce jour. En fait, moi je pense, concernant le CEREMA, l'un des sujets, c'est, et Hélène l'a bien dit, c'est-à-dire que en fait, la question de l'eau va être un sujet quand même de territoire. Alors, bon, en même temps, au niveau climatique, on voit bien qu'il y a... ça devient quand même compliqué, même si on voit bien que tout le sud de la France et l'ouest, comme Hélène l'a dit, va être très très impacté par une variabilité des volumes sur une année et peut-être même parfois sur des longues périodes. Donc là, il y a des vrais sujets. Mais bon, les gens de Météo France ont maintenant beaucoup de mal à même... Je ne confonds pas climat et météo, hein, mais on voit bien que ça devient très très compliqué quand même à modéliser tout un tas de choses. Alors, le CEREMA, sa contribution à cette question de la réindustrialisation et même à l'aménagement du territoire par rapport à la question de l'eau, eh bien, s'appuie sur un nouvel outil, sur un outil qui s'appelle Strato. Certains l'ont peut-être entendu parler. En fait, c'est un outil que, à titre personnel, j'avais fait créer lorsque je m'occupais de l'Union pour la Méditerranée à la présidence de la République, et lorsque je rencontrais des interlocuteurs de la rive sud de la Méditerranée, ils me parlaient de leurs projets industriels, de tourisme, etc. Et je leur disais, mais au final, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'eau de vos ambitions et vous ne l'aurez jamais dans le contexte du réchauffement climatique. Et donc, j'ai cherché des modèles sur l'articulation offre-demande d'eau, et très étonnamment, j'ai découvert qu'à cette époque, l'essentiel des modèles, enfin même la totalité, étaient des modèles d'offre d'eau. Des modèles occidentaux d'offre d'eau, où on avait le sentiment que la rareté de l'eau n'était pas un sujet. Mais comme c'était un sujet sur la rive sud, donc j'ai fait créer Strato par un petit bureau d'études, dont l'un des représentants d'ailleurs dans la salle, qui reconstituait intégralement la demande en eau par notre usage agricole, industriel, ménagère, énergétique, milieu naturel. Et ça, on le croisait ensuite
avec les autres, enfin avec les ressources disponibles. L'eau pluviale était intégrée dans le modèle, ce qui est le cas dans la nouvelle version que le CEREMA vient de sortir. Et ensuite, on a intégré les volumes d'eau disponibles sur les territoires que produisent d'autres structures, hein, et j'en vois ici dans la salle. Et donc, à partir de là, on a une capacité à faire évoluer chacun des paramètres. Donc, c'est un modèle numérique, prospectif, prédictif. Hein, là, on peut discuter de la terminologie avec l'idée que, eh bien, si vous changez la démographie, vous changez une activité économique, vous augmentez le nombre de tourisme, etc., eh bien, vous avez automatiquement les volumes associés d'eau disponible, et inversement, si vous avez les volumes d'eau qui changent annuellement ou sur des longues périodes, vous avez aussi la disponibilité. On peut se caler sur les scénarios du GIEC pour voir justement sur des pas de temps très longs, c'est-à-dire que par exemple Aquasens, Aquagir et autres sont plutôt, si j'ai bien compris, sur des approches plutôt conjoncturelles, là où le CEREMA est sur des approches d'aménagement du territoire plutôt structurelles de long terme, qui permettent du coup pour des élus, pour des décideurs publics ou des grandes entreprises, de pouvoir avoir une vision stratégique d'implantation au regard justement des conflits d'usage potentiels à venir en matière d'eau. Voilà, donc ça c'est la contribution actuelle du CEREMA dans ce domaine. Cet outil a vocation à être, j'allais dire, partagé, mutualisé avec d'autres outils, parce que moi je pense qu'on est plus forts tous ensemble, et donc le CEREMA est en train d'étudier de manière très très sérieuse, et je suis en charge du sujet de la création d'un institut de la prospective qui rassemblerait un certain nombre d'acteurs, donc publics, type ADEME, Office de la biodiversité, des entreprises privées. Il y a par exemple l'entreprise Michelin, là, et je vois Eric qui est dans cette salle, ou d'autres qui pourraient être partie prenante. Et là encore, du coup, je ferai presque un appel au peuple pour essayer de voir comment nous pourrions mutualiser nos outils pour faire un jumeau numérique de la France intégrale, multicritère, qui permettrait justement de mesurer, j'allais dire, pour des décideurs publics, l'ensemble des effets de toute décision d'aménagement et de les croiser. Voilà, on peut faire des analyses sectorielles, des analyses systémiques, carbone, eau, énergie, impact sur le foncier. Je pense que Géraldine en parlait tout à l'heure, pour justement aider aux meilleures politiques d'aménagement du territoire sous contraintes environnementales, économiques et sociales fortes. Voilà. Donc ça, c'est la contribution actuelle du CEREMA. Donc ceci étant dit, donc maintenant je voudrais peut-être refaire un petit tour justement sur justement est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout ce que vous êtes en train d'engager les uns les autres, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui se comprend bien dans les territoires, qui se comprend bien dans les entreprises, ou est-ce que, j'allais dire, on est vraiment au tout début d'un processus et pour lequel il y a vraiment un très gros travail collectif à faire pour que ces vulnérabilités eau des territoires et des entreprises ne viennent pas une réalité. Et ça, c'est une première question. Et je formule tout de suite la deuxième. Comme ça, vous pourrez peut-être faire un petit package. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le coût de l'inaction. Enfin, je me rends compte que dans une contrainte très forte économique, budgétaire, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des acteurs publics, des collectivités territoriales, nos ministères, on voit bien que, j'allais dire, on pourrait avoir la tendance à ne pas faire ce qu'il faudrait faire maintenant et reporter à demain ce qui sera essentiel. Bon, c'est ce que Lord Stern avait appelé le coût de l'inaction et que Christian de Boissieu, vers les années 2006-2007, avait lui-même mis en place en France. Donc le coût de l'inaction, ça veut dire qu'on essaye de monétariser aujourd'hui les coûts qu'on va reporter demain pour les générations futures et comment on peut en prendre une partie maintenant. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté et une capacité, et par exemple je pense notamment aussi à la Banque des Territoires, bien sûr, d'anticiper tous ces coûts et de chercher à prendre des mesures maintenant plutôt que de reporter tout ça aux générations suivantes. Alors,
Sur ce sujet, moi je constate, il y a un rapport de l'IGEDD sur eau et industrie qui est paru cet été, qui met quand même en lumière que les investissements des industriels dans la sobriété hydrique a fait un bond, en tout cas les demandes de subventions aux agences de l'eau. Il faut rappeler quand même le rôle très important des agences de l'eau pour financer ces projets de sobriété ou d'efficacité hydrique des industriels. Donc les financements entre 2022 et 2023 ont explosé. Donc je pense que ça illustre quand même qu'il y a une dynamique qui s'instaure sur le terrain, qui aussi... Est-ce qu'on a une idée des montants que la puissance publique met à disposition des collectivités? Alors de tête, mais il faudra vérifier dans le rapport, moi j'avais moins de 10 millions engagés en subvention en 2022 et on est passé à près de 50 millions. Voilà, alors ça peut paraître dérisoire par rapport aux enjeux, mais c'est déjà quand même quantitativement un saut intéressant. Voilà, et qu'on est aussi là pour accompagner. C'est une tendance, oui, voilà, tout à fait. Et c'est une tendance qu'on est là pour accompagner. On finance les projets des collectivités locales, mais pas seulement. Donc les projets de planification des collectivités locales. On peut aussi de manière très exceptionnelle financer des projets, des études de préfiguration, de projets d'études, des projets d'EIT, d'écologie industrielle territoriale quand elles sont portées par des industriels. Bon, c'est quand même mieux quand c'est aussi porté par collectivités, mais voilà, on a aussi des crédits d'ingénierie pour faire avancer ce type de démarche. Et on peut également financer directement des industriels dans leurs projets de transition écologique, que ce soit pour se décarboner ou pour accélérer la prise en compte de la sobriété hydrique. Voilà. Oui, peut-être une vision de prise de conscience. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cet accompagnement qui est réel et qui permet à la puissance publique d'accompagner une forme de transition, parce qu'en fait c'est une transition. L'eau est une ressource majeure pour tous. Quand on est un industriel, à la question est-ce que vous sentez que ça avance ou pas, est-ce que vous avez une tendance à anticiper ou pas, nous on a une vraie tendance à anticiper. En tout cas, je peux vous dire que dans tous les pays dans lesquels nous sommes, on a tracé une trajectoire à 2030 des économies d'eau et de ce que nous devons atteindre comme objectif, et comme tout industriel ou comme toute entreprise peut-être même. Quand on fixe des objectifs, on a des indicateurs et on les suit. Et à partir du moment où vous fixez des objectifs et que vous avez vos indicateurs, que vous avez fait votre bilan, en fait, vous êtes engagé dans un processus et vous n'en sortez plus. Enfin, je veux dire. Et l'objectif de toutes les équipes, c'est de l'atteindre. Donc en fait, aujourd'hui, on a des projets sur l'entièreté de la planète et on sait exactement où on en est en pourcentage de l'objectif qu'on s'est fixé à 2030 et qu'on se fixera dans les années qui suivent. Donc en fait, on a des étapes, c'est un peu comme la stratégie nationale bas carbone. On a des objectifs et la première chose, c'est de se fixer l'état de l'Union à un moment T et de l'atteindre. Et c'est comme ça, c'est avec des indicateurs que vous y arrivez. Deuxième sujet, alors c'est peut-être très personnel, mais je suis originaire des Pyrénées-Orientales, qui est probablement le département français dans lequel le stress hydrique est le plus représentatif. Nous, on a plus de 46 communes aujourd'hui qui n'ont pas un accès à l'eau classique. Quand vous êtes... Alors moi, je suis de Bagnoul-sur-Mer. Donc je suis entre les Pyrénées, les vignes et la mer. Donc on peut se dire il n'y a pas de sujet. En fait, on n'a pas de système de désalinisation classique en France. Faut quand même de l'autre côté de la frontière, en Catalogne espagnole, il y en a un peu plus parce que comme ils sont plus au sud, ils l'ont senti avant nous, je pense. Et je peux vous dire que il y a un sujet qu'on a découvert quand même de façon assez brutal, même si c'était larvé. On avait un sujet d'accès à l'eau. Oui. Mais là, il est vraiment prégnant depuis plus de 24 mois. Il a quasiment pas plu beaucoup quand même. Oui. On en est rendu à avoir tous des arrosoirs dans nos salles de bain et en attendant l'eau chaude le matin,
en fait, vous mettez l'eau dans l'arrosoir puisque vous n'avez plus le droit d'arroser depuis 18 mois et que l'eau est une ressource qui est devenue hyper précieuse. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, la prise de conscience, il n'y a même plus besoin d'expliquer avec une quelconque pédagogie aux gens qu'il y a un sujet sur l'eau, sur la planète, et même dans notre pays qui peut être vu comme un pays hyper développé avec un accès à toutes les énergies hyper abondantes. Non. Alors, j'aime bien que vous évoquiez ce territoire parce que d'abord la version 1 de Strato il y a 10 ans a été testée sur le bassin du Tête avec la ville de Perpignan en fond de bassin, en bout de bassin pardon, et déjà le modèle avait montré à l'époque que Perpignan serait en stress hydrique, mais on n'avait pas du tout intégré ce qu'aucun météorologue avait prévu, c'est qu'effectivement vous vous retrouviez avec un climat subsaharien. Et donc simplement, moi je vois la stratégie de ce territoire, ça a été de faire une perfusion. On est toujours dans une logique d'offre d'eau, de la demande en eau, donc toujours une offre supplémentaire d'eau et très rarement dans une contraction de la demande. Et donc là, on a fait Domitia, qui va du Rhône jusqu'à Perpignan, si je ne m'abuse. Jusqu'à Narbonne. Et Narbonne, c'est ça? C'est un peu le sujet. Oui, voilà. Et là, je pense qu'il y a un projet de doubler. En tout cas, d'aller de venir jusqu'à nous. Voilà, de doubler la perfusion. Mais là, comme intuitivement, dans la table ronde précédente où on évoquait le cas du Rhône, où on voit bien que compte tenu de l'arrêt de l'enneigement, le stress hydrique, les prélèvements sur tout le Rhône, c'est-à-dire que même en bout de Rhône, je ne suis pas certain que la perfusion soit encore très riche. Et donc, voilà, moi, c'est là où je trouve qu'on commence à rentrer dans le dur. Et c'est là où il y a des besoins de réflexion, c'est-à-dire qui dépassent le simple territoire à enjeu, mais c'est avoir une vision à la fois territoriale et nationale d'une gestion efficiente de l'eau sur tout l'ensemble, parce que en fait maintenant c'est difficile d'avoir des territoires qui soient totalement autonomes. Je vais prendre un autre exemple. Le président de la République, et là le thème c'est l'industrie, le président de la République a choisi Dunkerque et Marseille comme grand site de réindustrialisation de la France. Tout à l'heure, on évoquait des problèmes de Marseille. Moi, je connais mieux, puisque je suis un ch'ti, les problèmes de Dunkerque. Dunkerque, de fait, j'ai regardé, l'industrie va être, avec les gigafactories, ça va être entre 50 et 100 millions de mètres cubes d'eau par an. Quand vous croisez, alors je l'ai quelque part, je peux vous les donner, hein. Si j'ai tous les usages de l'eau, sur l'agriculture, c'est 15 millions de mètres cubes par an, les usages domestiques, 15 millions, le tourisme, 3 millions, le milieu naturel, 10 millions, et je ne parle pas des centrales nucléaires, donc, alors Gravelines ne doit pas trop en consommer, mais il y a deux projets nouveaux de centrales nucléaires. Et donc je me dis que c'est là où il va falloir que, alors je parle de mon outil Strato, mais d'autres, qu'on ait quand même une vraie réflexion sur l'ensemble du bassin, pour être sûr que ce projet, et là ça renvoie à la Banque des Territoires en particulier, c'est que je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas investir des millions et des dizaines, voire centaines de millions d'euros sur des territoires où on n'a aucune garantie de pérennité d'activité face à une concurrence dans les usages de l'eau? Ou alors il va falloir que des décideurs publics décident de tirer une balle sur des usagers en disant vous coûtez trop cher au regard de l'eau que vous consommez par rapport à d'autres activités économiques qui sont plus rémunératrices, et donc eh bien on va vous supprimer. Mais je pense qu'on est très près de ça en fait. En tout cas, on a un sujet de planification parce que très honnêtement, quand vous êtes dans une transition énergétique et vous allez dire que en 2030 les collectivités ne peuvent plus avoir recours à un certain nombre d'énergies et que l'énergie de référence sera l'hydrogène vert. Enfin, excusez-moi, hein, l'hydrogène vert dans un département comme le mien, quand vous avez besoin de c'est 9 litres d'eau de plus que l'hydrogène de base, hein, l'hydrogène vert. Donc, en fait, vous vous dites que c'est une ineptie de se dire que ce genre de production pourrait avoir lieu sur le sud de la France. Déjà. Donc en fait, vous avez des vrais enjeux de planification et de responsabilisation de tous les acteurs. À un moment donné, public comme privé, mais c'est public parce qu'à un moment donné, il ne faut pas nous pousser à faire un certain nombre, à utiliser des ressources parce que vous
d'un côté, vous avez besoin de décarboner, et de l'autre, en fait, vous allez puiser. Donc ça, c'est déjà une première chose. D'autre part, je pense que le mot sobriété, moi j'insiste beaucoup dessus, parce que, je vous l'ai dit, moi je l'ai vécu, à un moment donné, nous tous acteurs, vous allez la financer, cette sobriété. Nous, il faut que cette prise de conscience, elle soit partagée, mais ça ne peut pas être que la puissance publique et que les industries. Il faut que, je sais que l'agriculture prend le sujet à corps, mais ça veut dire aussi que le citoyen doit le prendre, et c'est malheureux d'en arriver à se dire qu'on a un problème d'accès à l'eau pour pouvoir effectivement mettre en pratique cet enjeu de la sobriété et réduire notre consommation. Alors après, sur les gigafactories, elles n'utilisent pas tant d'eau que ça. C'était peut-être vrai précédemment, mais aujourd'hui on a aussi une gestion de l'eau efficiente sur la production de batteries. D'accord. Alors, je pense que c'est intéressant de refaire un focus sur le territoire de Dunkerque. J'aimerais quand même souligner que Dunkerque, c'est un des rares territoires où il y a un réseau dédié à l'approvisionnement des industriels, un réseau auto dédié. C'est déjà ça. Et l'agence d'urbanisme de Dunkerque a eu cette bonne initiative de la toile de l'eau, qui vise à susciter de bonnes pratiques d'échange de flux entre industriels. Alors, encore à essayer à transformer, mais je pense que ça mérite d'être souligné. Il y a eu un effort de planification quand même intéressant sur ce territoire. Voilà, pardon. Et alors, pour revenir... Oui. Ah, non, d'accord, ok. Ok, je continue. Ouais. Alors, au-delà des outils de planification à long terme, qui des fois peuvent avoir un peu leur limite parce qu'ils sont adossés à des statistiques historiques qui sont potentiellement périmées, qui le deviennent de plus en plus avec davantage de variabilité liée au changement climatique. Et je pense qu'il faut aussi considérer les outils de gestion en continu qui permettent d'optimiser le potentiel économique, le potentiel de l'usage de l'eau sur les territoires. Voilà, parce que et peut-être je pense qu'aujourd'hui certains industriels peuvent ou certains représentants d'activités économiques sur les territoires peuvent avoir l'image d'un avenir assez menaçant en se disant le régulateur, pour éviter le pire, va nous fixer des volumes prélevables très stricts. Aujourd'hui, on est sur des volumes prélevables qui doivent permettre de répondre au débit objectif d'étiage 4 années sur 5 ou 8 années sur 10. Avec un référentiel qui aujourd'hui, est complètement remis en question aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit dans le rapport, le fameux rapport il faut faire vite, de l'IGEDD, c'est la tentation de vraiment baisser le niveau de volume prélevable. Il y a d'autres modèles, un modèle un peu plus agile, un peu plus dynamique, qui consiste à suivre les masses d'eau, suivre l'état des cours d'eau au fil de l'eau et d'adapter de manière dynamique les prélèvements à l'état du milieu. L'objectif étant toujours de préserver le milieu. Voilà, on a des solutions numériques qui permettent de le faire. On a par exemple investi dans la société Aquasis qui propose des solutions de suivi des masses d'eau en continu. Moi, j'aimerais citer quand même aussi certains territoires dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Dans le Marais Poitevin, on a quand même des bassins versants où on a des bonnes pratiques de gestion en continu de la ressource, avec des comités locaux où les acteurs économiques se réunissent pour déterminer de manière quasi hebdomadaire les volumes prélevables en fonction de l'état de la ressource, sous la supervision du préfet. Donc voilà, ça, je pense que c'est des bonnes pratiques qui peuvent être dupliquées et qui permettent d'optimiser le potentiel économique du territoire en s'adaptant en continu à la disponibilité de la ressource. Merci Géraldine, c'est quasiment une très belle conclusion. Est-ce qu'on a le temps de proposer à la salle une question ou deux? Écoutez, moi je voudrais vous remercier infiniment. Déjà, quelle chance Gilles d'avoir
3 intervenantes de Tout à chic fait. et de choc. Voilà. Et moi, je vous propose, on a un magnifique cocktail qui nous attend. Mais avant, nous avons le mot de la fin, une petite conclusion originale, j'ai envie de dire.